Alors, la judiciarisation dans les hernies, eh bien, c'est le podium avec la chirurgie bariatrique et la chirurgie colorectale. Il y a un certain nombre de plaintes qui sont proférées par les patients, car cette chirurgie est une chirurgie fréquente, anodine pour tous, et dans l'idéal, cette chirurgie est ambulatoire. Comme vous nous l'avez montré tous dans vos communications, il n'y a pas de complications péropératoires. Les douleurs post-opératoires sont minimes, il n'y a pas de complications testiculaires. Je n'ai pas entendu parler de cette complication. Il n'y a pas d'hémorragie ou d'hématome, il n'y a pas de sepsis, il n'y a pas de douleur chronique, il n'y a pas de récidive, il n'y a pas de cicatrice inesthétique et il n'y a pas de décès. Donc pour les patients, eh bien, mais c'est strictement rien du tout de la chirurgie d'air. Dans la vraie vie, c'est différent. Ambulatoire, je pense qu'on ne doit pas dépasser les 60%. Il n'y a toujours pas de complications péropératoires parce qu'on n'en parle pas. Les douleurs post-opératoires, on s'en aperçoit qu'après certaines années. Les rétentions d'urine, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai. Mais on n'a pas fait d'études particulières. Il n'y a pas de complications testiculaires, il n'y a pas d'hémorragie. Ah bon? Mais moi, dans ma pratique, bien que je sois un mauvais chirurgien, j'ai énormément de patients qui sont sous anticoagulants. Je suis obligé de gérer tout ça. Donc je suis obligé d'avoir une prévention de risque vis-à-vis de l'hémorragie. Il n'y a pas de sepsis. Je n'ai pas entendu parler de sepsis. Mais les sociétés savantes ont donné des recommandations concernant l'antibiothérapie prophylactique en matière de hernie. Et ces sociétés savantes sont contradictoires. Au début, on nous a dit prothèse, antibioprophylaxie. Pas de prothèse, pas d'antibioprophylaxie. Et puis ça revient. Les douleurs chroniques, un peu dans toutes les séries, c'est 2%. Les récidives, c'est un peu dans toutes les séries, à peu près pareil, de 1 à 2%. L'esthétique de la cicatrice, personne ne l'a étudié. Et enfin, le décès global, après chirurgie. On ne sait pas bien si c'est ouvert ou pas, c'est 0,2%. Dès que les patients considèrent qu'il y a une obligation de résultat, s'il y a une altération de la qualité de la vie, ou si la vie disparaît, on est certain d'avoir une plainte. En 2015, déjà, avec Jean-Édouard Flotot, Jean-Henri Alexandre, on avait fait une séance dans ce même endroit. Et la MASLSF avait publié 77 plaintes en ouvrant 2 notions. Les plaintes sont rares, exact. L'étude suédoise le confirme, 0,24% je crois. Mais elles sont 2 fois plus fréquentes après célioscopie. La MASLSF obligeamment nous a communiqué ces résultats. Alors je vous ferai grâce des détails, mais entre 2006 et 2017, on retrouve 8 décès par sepsis, occlusion, plaie des vaisseaux, les coliques. Un seul décès en matière de chirurgie ouverte, et ce sur 30 cas. Ce qui est inquiétant, c'est que la même MASLSF nous a donné les résultats de 2017. Et si vous regardez ce qu'il y avait en 2006-2017, 30 cas, 8 décès, 9 décès, eh bien, pour la seule année 2017, on retrouve déjà 10 cas, dont 2 décès par prévasculaire en célioscopie. Le deuxième assureur des chirurgiens, Tranché, grâce à un travail qu'a fait Hubert Joannet avec Jean-Luc Cardin,
m'a permis de reconstituer un tableau. Et sur ce tableau, qui concerne les années 2010 à 2016, on retrouve 4 décès en laparoscopie, un par occlusion, un par sepsis, on ne sait pas bien si elle était viscérale ou pas, et 2 par prévasculaire. Les 2 décès par kélotomie sont des malades âgés, polymorbides, avec des hernies étranglées, semble-t-il. Que lisent vos patients, nos patients, lorsque nous leur remettons des documents d'information? C'est conforme à la réalité. La laparoscopie nécessite une anesthésie générale, elle expose au risque des trocars, elle apporte ses risques propres, elle entraîne des complications exceptionnelles de décès, des difficultés sont source, nous l'avons déjà dit, la difficulté de la technique, qui sont source de récidive, de douleur, de blessures vasculaires viscérales, d'occlusion, de rétention d'urine. Et quant à la kélotomie, eh bien, elle est réalisable, elle, sous tout type d'anesthésie. On a parlé tout à l'heure d'anesthésie locale. Les plaies viscérales et vasculaires sont rares, on ne peut pas dire qu'elles sont inexistantes. La vascularisation des testicules peut être compromise. Toutes ces notions apparaissent dans les documents remis par les sociétés savantes et en particulier par les FCVD. Dans les 2 techniques, l'ambulatoire est préférable. Il existe rarement un risque d'hématome, d'infection, de douleur chronique. On reviendra sur ces éléments d'information. Je reviens sur l'anesthésie. L'anesthésie pour une célioscopie, l'anesthésie péridurale est formellement contre-indiquée, l'anesthésie locale n'est pas possible. C'est une anesthésie générale avec curarisation. Il faut pouvoir insuffler le patient et intubation. En revanche, l'anesthésie par abord direct, elle peut être générale, mais avec un masque laryngé, sans curarisation, mais on peut aussi également proposer de la loco-régionale ou de l'anesthésie locale. Quand on regarde les problèmes anesthésiques, l'allergie au curare est de 1 sur 6500, on opère 60 000 hernies céliaux en France. Vous allez voir, ça fait des nombres entiers. Dans cette choc anaphylactique au curare, il y a 5 à 7% de mortalité, mais surtout, et personne ne les compte, des séquelles d'anoxie qui sont irréversibles, et ce malgré l'emploi d'un, je ne veux pas vous faire rire, mais c'est drôle, d'un traitement qui est l'injection de bleu de méthylène. Et lorsqu'on rajoute du bleu de méthylène en réanimant un choc anaphylactique, on réduit les séquelles cérébrales dans des proportions considérables. Mais cette mortalité par accident de curare, elle est évaluée dans les centres experts. Je ne suis pas sûr que dans les futurs centres de niveau 1, les résultats soient les mêmes. Les problèmes d'intubation, ça peut arriver qu'on ait des difficultés d'intubation, mais en expertise et chez les assureurs, on les retrouve sous forme de dégâts dentaires. Dans l'étude suédoise qu'a relevé Hubert Joannet, 10% des réclamations sont dues à des dégâts dentaires. En revanche, lorsque les patients sont opérés par abord direct, l'anesthésie aux anesthésies halogénées n'a pas été décrite encore. Et l'allergie aux anesthésiques locaux est de 0,7%. Arrivons aux incidents de trocars. Alors là, on ne sait pas les évaluer parce qu'on ne sait pas les compter. On a essayé à plusieurs reprises avec Hubert. Hubert s'est plongé dans le PMSI. On ne sait pas associer dans le PMSI plaie vasculaire et célioscopie. Donc on a pris, lorsque nous avons fait cette journée nationale de la FCVD, les éléments de ce risque rare. Les plaies digestives, c'est de 0,05 à 0,08%. Vous multipliez par 60 000 hernies par an. On devrait avoir 30 à 48 plaies viscérales en célioscopie en France. On ne sait pas, c'est pas compté, il n'y a pas de registre. Pour les plaies vasculaires, on fait le même constat. Il y en a de 2 à 24. Alors dans les plaies vasculaires, bien sûr, il peut y avoir des... Vous allez me dire, il y a quelquefois des plaies banales, pas grave, des vaisseaux épigastriques. Ah oui, mais
les 2 patients de la MACSF de 2017 qui sont décédés de plaies vasculaires, c'était 2 plaies de débit gastrique. Mortalité de ces plaies, 4 à 13%. On pourrait donc ajouter dans l'information des patients, l'hématome est préférable à l'hémopéritoire. Faites une hémorragie, mais faites-la de façon limitée. L'abcès pariétal est préférable à la péritonite. Quand on étudie les décès, notamment dans le papier que va faire paraître Hubert Bonnet, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de péritonites. Et que le chirurgien a tendance à temporiser, parce qu'il ne peut pas comprendre. Après la séance que nous avons eue aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'on a une péritonite après une chirurgie aussi parfaite, après des images aussi merveilleuses, après une expérience aussi importante des opérateurs, on ne peut pas comprendre que le patient puisse avoir une péritonite. Alors, prévention du risque. Il n'est pas question de condamner la Célio, mais il est question de se poser un certain nombre d'interrogations. Quelles sont les contre-indications formelles à la laparoscopie? Hubert a évoqué le problème tout à l'heure. Problème lié aux anticoagulants et aux antiagrégants. N'oubliez pas que les recommandations concernant les antiagrégants et les anticoagulants sont faites par les anesthésistes, que la SPAR vous dit, les nouveaux anticoagulants, vous pouvez les reprendre le soir même. Mais les gens qui ont fait ces recommandations ne se sont pas posé la question de savoir si on avait fait la technique de Marc Soler, une toute petite dissection avec un petit espace, si on avait fait un Liechtenstein, ou si on avait fait, comme nous l'a montré Jean-Pierre Cossat, une grande dissection bilatérale qui va pouvoir permettre de collecter 3 litres de sang dans l'indifférence générale, car le patient est géré en ambulatoire, il est chez lui, il saigne tout seul, et ces cas-là sont peu publiés, car qui les rencontre? Qui les rencontre? Ben, ceux qui font les expertises. Je vous invite à réfléchir à ça. Donc, si il n'est pas question de condamner la Célio, mais attention aux anti-agrégants, attention aux anticoagulants, et surtout qu'il y ait une corrélation, une contribution, une discussion collégiale avec l'anesthésiste pour savoir à quel moment on va reprendre ces anticoagulants. Alors, les autres contre-indications, bien évidemment, on a vu tout à l'heure la valve mécanique. La valve mécanique, elle doit être anticoagulée au sortir de la salle d'opération. Vous n'allez pas faire une hernie bilatérale avec un décollement de l'espace de Rhésius chez quelqu'un que vous allez anticoaguler de façon efficace 1 heure après l'intervention. Il en est de même des gens qui ont fait des embolies pulmonaires ou des complications thromboemboliques 3 mois avant l'intervention. Donc ça, il faut que ce soit écrit quelque part, qu'il y a contre-indication à faire de la célioscopie ou de la voie sous-péritonéale lorsqu'il y a nécessité d'anticoaguler les patients post-opératoires. Peut-on proposer une chirurgie s'il existe un antécédent de chirurgie en espace de Rhésius? On revient à la prostatectomie antérieure, ou surtout la prostatectomie radicale. Alors j'ai vu un Meria film il y a 2 ans à Mèche, une très belle intervention après prostatectomie radicale. D'accord? C'était fait par un expert. Mais ce qu'il ne faut pas dire à tout le monde, attention, là vous êtes dans un cas de difficulté extrême. Et est-ce que nous ne devons pas, nous, société savante, dire attention, réservé aux experts, réservé aux patients pour lesquels c'est indispensable. Un type qui a été opéré 10 fois par voie antérieure, bon, on va aller lui faire une chirurgie célioscopique. Troisième question, ben c'est ce que je vous avais dit. Faut-il réserver la laparoscopie aux experts, aux récidives opérées par kélotomie et aux patients qui en font la demande express? 3 problématiques. Celle du chirurgien. Le chirurgien, il est libre de faire, dans le cadre du rapport bénéfice-risque, toutes les interventions qu'il désire faire. Je n'ai rien contre la laparoscopie, j'en ai fait un très grand nombre. Je n'ai rien contre les types, j'en ai fait un grand nombre également. Je n'ai rien contre le Liechtenstein. Mais moi, j'ai choisi le Liechtenstein maintenant parce que je suis en fin de course. Ça me paraît être l'intervention la plus confortable.
à condition, tout ça, que l'information délivrée au patient soit complète. Le problème de l'expert. Alors là, autre casquette, vous êtes expert. Quelles sont les contre-indications? Est-ce que je vais reprocher à M. Solaire d'avoir fait son intervention parce que, oui, il a fait une dissection rétro-péritonéale, il y a eu un hématome, ça a comprimé un peu les nerfs, bon, le malade n'est pas mort, mais j'ai aucun argument. M. Solaire est expert de sa technique, elle est décrite dans des sociétés savantes, je n'ai pas d'argument. À l'inverse, le malade fait des valves mécaniques, là, on va dire, allez, voir. Le plus grave de tout ça, le plus grave pour les chirurgiens, c'est ça. C'est mars 2013. Tout organe lésé qui n'a pas un rapport direct avec le but de l'intervention est considéré par la Cour de cassation comme entrant dans le cadre d'une maladresse petite. Sauf si vous avez décrit que vous êtes rentré dans l'artère iliaque et que l'artère iliaque était située, l'artère iliaque droite était située à gauche, mais c'est pas fréquent. Donc, ça c'est grave, parce que ça veut dire que toute plaie d'organes, creux, pas creux, vasculaire, pas vasculaire, fait dans le cadre d'une intervention laparoscopique, peut être interprétée par un juge comme étant une maladresse petite. Nos avocats, notre avocat principal, Georges Laccueil, se bat comme un diable contre ça. Comme un diable. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Dernière diapo. L'assureur. Pour l'instant, les plaintes sont rares. Les décès, il y en a, ils sont dramatiques pour les chirurgiens, dramatiques pour la famille, dramatiques pour tout le monde. Mais méditez l'exemple du bariatrique. Est-ce qu'un jour, on ne va pas vous dire, vous avez le droit de faire de la cellule, moi je suis d'accord, faites-le. Mais je vous mets une petite surprise. Voilà, quelques réflexions que je voulais vous livrer. Merci Philippe de nous avoir fait froid dans le dos. Mais ça n'est pas le but. Ce n'est pas le but, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Venez sur mon bureau chez moi, je vous montrerai des piles de dossiers. Et dans ces piles de dossiers, vous en trouverez une petite partie qui entre dans ce cadre-là. Je pense que c'est une vision de la vraie vie. Hubert va prendre la parole pour commenter les propos de Philippe et on passera aux questions après avant de clôturer la séance parce qu'on est parfaitement dans les temps. Oui, alors quand la CELO est arrivée il y a 28 ans, pour nous c'était magnifique. C'était. D'abord, on mettait les prothèses à tous les coups. Par rapport au antérieur, on mettait des prothèses beaucoup plus grandes. On travaillait dans un espace de décollement vierge, que vous avez montré juste pas. Alors, on avait une technique plus ambitieuse, mais ça nous permettait de réduire de façon considérable le risque de récidive, d'améliorer le confort post-opératoire, et donc c'était vraiment faire réussir. Alors depuis, moi je suis un fervent cystoscopiste, mais il n'empêche Edmond que ça n'est pas du 100% la CELIO. On dit, bon, alors il n'y a pas de contre-indication, on va tout faire en CELIO, puis alors maintenant, ensuite, non seulement on fait de la CELIO, on fait de l'ambu, donc c'est vraiment impeccable. Donc moi, j'ai suivi le mouvement. Après 5500 tapes, aucune plaie vasculaire, y compris pour autre chose que des hernies. Aucune occlusion du valve. Et puis cette année, une plaie digestive. Non reconnue. Donc, on a beau dire, la cystoscopie, ça rend service à beaucoup de malades, mais il faut rester
quand même vigilant à tout moment, parce qu'on s'expose, contrairement aux autres techniques, à des complications qui peuvent être très graves par rapport au but recherché qui est pour le malade une simple cure de hernie. Donc ça nous impose une vigilance permanente et il n'en reste pas moins que cette avancée endoscopique n'est pas anodine. J'ajoute que pour avoir introduit la sténoscopie, les cures de hernie par sténoscopie en ambulatoire en France, je ne fais pas de cure de hernie par cellio en ambu pour les patients sous anticoagulants. Je trouve ça trop bête de prendre un risque qui est un risque réel compte tenu des décollements que nous faisons par rapport à l'enjeu. Alors, quand je vois des collègues qui ont des problèmes parce qu'ils font des cures de hernie par cellio en ambu sous anticoagulants, je me dis, il y a un moment où il faut se fixer des limites. Et je ne parle pas des cures de hernie par cellio chez les gens qui ont des prostatectomies, parce qu'il y en a qui vous expliquent qu'ils y arrivent à 100%. Ben non, moi je suis désolé, j'y arrive pas tout le temps. Il y a parfois des gens, ça colle. Il faut savoir relancer, donc ça veut dire qu'il faut prévenir le patient. Ou des patients qui ont déjà eu des cures de hernie par cellio qui ont récidivé. Et où on aura quelques difficultés parce qu'on sait qu'on va prendre des risques pour décoller la plaque sur les triangles du danger que nous a montré Eric Mag. Et donc, la cellio c'est très bien, mais il faut qu'on sache, nous savons tous, qu'il y a quand même quelques limites. Le deuxième point sur la sinistralité, c'est la douleur. Le principal problème de nos patients, c'est pas les risques hémorragiques et les risques de décès. C'est plus la récidive, c'est la douleur. Donc, docteur, j'avais une hernie. Mais quand je jouais au tennis, j'avais la boule, mais j'avais pas mal. Maintenant, j'ai toi qui es un éminent tennisman, Mathieu, je n'ai plus la boule, mais j'ai des douleurs. Et donc ça, c'est un enjeu pour nous qui mérite d'être, à mon avis, mieux analysé au sein d'une littérature aussi abondante qu'imprécise. Et donc, je crois que c'est un sujet qui doit plus nous concerner, parce que ça a des incidences dans la sinistralité. Nous sommes amenés à voir des patients qui ont été opérés 4 fois pour des douleurs, parce qu'on ne s'en sortait pas. Et en fait, à l'interrogatoire, ils avaient déjà les mêmes douleurs avant. Ont-ils été opérés pour une hernie ou pour une douleur? Enfin, là, il y a des enjeux qui peuvent avoir pour nous des conséquences. Enfin, c'est une chirurgie qui est réglée. Pour autant, nous sommes tributaires de notre environnement. Si l'anesthésiste n'est pas en salle, s'il ne prescrit pas l'antibiothérapie recommandée dans certains cas, si le suivi de l'ambulatoire n'est pas bon, etc., nous sommes tributaires. Nous avons fait un geste technique parfait. Nous opérons souvent des hernies, nous avons une qualité technique qui finit par être excellente. Pour autant, si l'environnement ne suit pas, nous sommes responsables, et donc nous devons nous attacher à maîtriser cet environnement. Il y a des cas de cellulite après des cures de hernie, etc. Et tout ça parce qu'une antibiothérapie n'a pas été prescrite. Les cellulites avec des conséquences graves. Alors que la technique, l'indication était très bonne. Enfin, l'infection. L'infection, c'est devenu très rare, mais en fait, on met de plus en plus de plaques. Et c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de savoir gérer ces infections. C'est-à-dire que quand est-ce qu'il faut... Est-ce qu'on fait le bon prélèvement bactériologique? Quand est-ce qu'il faut réintervenir? Est-ce qu'il faut enlever toute la plaque? Pas toute la plaque? Là, il y a des questions sur un sujet très marginal pour nous, mais qui ont des enjeux pour les patients considérables. Quand le patient n'arrête pas de couler, d'être réopéré, etc., ça dure des mois, ça laisse des séquelles douloureuses. Là encore, ça a des incidences en sinistralité. Voilà ce que je peux dire sur ces points. Y a-t-il des questions, des remarques, Edmond? Oui, je voudrais répondre à Philippe Braille. Avec Georges Poussy, on a suivi depuis le début de la cellio les gros accidents, c'est-à-dire suivi de décès, qui ont été publiés, on en a parlé dans les journaux, on les a connus partout. Dans la majorité des cas, le problème de base est que les chirurgiens en question étaient des chirurgiens auto-formés ou mal formés.
Et il y a eu un problème très important, c'est qu'un certain nombre de chefs de clinique de formation parisienne, certaines universités, allaient s'installer. Ils arrivaient dans une ville où, s'ils ne pratiquaient pas la CIO, il n'y avait pas de clientèle. Alors on a vu de gros incidents, c'est-à-dire chez des gens qui, voulant faire face à la demande, se sont obligés de pratiquer une discipline qu'ils n'étaient pas capables de pratiquer, parce qu'ils n'avaient pas cette formation. Donc la principale cause de iatrogénie de la stéréochirurgie, c'est essentiellement le manque de formation d'opérateurs qui se croient capables de faire des choses pour lesquelles ils n'ont pas été capables. Oui, tout à fait d'accord. Ça revient à l'enseignement. C'est vrai que la stéréochirurgie est née avec Georges-Frédéric Bégin, Jean-Louis Duluc, Joël Leroy et Fromont. On s'est déplacé pour aller les voir. Une fois qu'on les a vus faire ces choses extraordinaires avec cette magnification de l'image, on n'avait qu'une envie, c'est de faire pareil. Et c'est normal, puisque à l'époque, les hospitalo universitaires n'avaient pas suivi cette voie, pour des tas de raisons. Parce qu'ils ne croyaient pas la CELIO, parce qu'il était plus difficile d'avoir des prothèses en milieu hospitalier, donc ça a été moins bien enseigné. Maintenant, pour ce qui est des chirurgiens formés en France hors du CHU, en chirurgie digestive, c'est une réalité, Roland Barthes l'a démontré. Seulement 60% des chirurgiens sont formés au CHU en chirurgie digestive. Pour le reste, il faudrait une étude beaucoup plus ciblée pour savoir à qui attribuer effectivement ces ennuis. Moi, en tout cas, je peux dire une seule chose. C'est ce qui avait attiré mon attention sur la mortalité, sur la morbidité. C'est que j'ai vu un chirurgien détruit alors qu'il était à la retraite depuis 4 ans, et qu'une de ses dernières interventions, alors qu'il avait fait plus de 3 ou 4 000 TEP, une de ses dernières interventions s'était soldée par une tête de Benignac, comme le disait Hubert, en enlevant une prothèse qui était collée sur la veine, et le malade était décédé. Mais malgré tout, malgré l'intervention d'un chirurgien vasculaire, malgré l'intervention tout à foiré, la famille a été d'une agressivité épouvantable, et ce collègue a été complètement démoli. Je ne sais pas comment s'est jugé cette affaire, mais il avait une expérience colossale de la tête. Et il a eu un accident. C'était une récidive, il y avait eu une prostatectomie radicale avant. Est-ce que, si vous êtes expert dans un truc pareil, est-ce qu'en toute honnêteté, vous allez dire l'indication était parfaite? C'est difficile. C'était par voie cilioscopique, c'est ça? Bien sûr. Un TEP, une TEP chez quelqu'un qui avait 2 hernies, une récidive d'un côté, une hernie de l'autre côté, et un antécédent de prostatectomie radicale. Bon, il n'avait pas d'anticoagulant. Si je puis me permettre, avant de reposer. Ah, pardon, monsieur Garal. Oui, un petit mot pour défendre quand même les Parisiens. Certains sont même pas mal occupés de l'enseignement de la célioscopie. J'ai contribué aussi au dé de célioscopie avec ceux que vous connaissez, à Elancourt. Et puis voilà, même j'ai été aussi à l'origine du premier centre de chirurgie ambulatoire à Bicêtre. Et avec tous les voisins, les amis voisins, nous avons contribué à avoir justement la meilleure qualité et éviter absolument à tout prix les accidents graves. Chacun a vu passer qui venait de droite, qui venait de gauche, c'est vrai. Et bon, chacun essaye de faire progresser, quel que soit le privé, le public, et l'hôpital universitaire aussi, qui de temps en temps se retrouve quand même mis un petit peu à contribution. Voilà. Si, il y a une réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que les problèmes, lorsqu'il y a une complication comme celle que tu décris, c'est pas le problème de la technique, c'est le problème de la chirurgie. Ça n'est pas lié à la technique, on ne peut pas dire la célioscopie est une mauvaise technique, c'est le chirurgien qui a choisi qui a fait un mauvais choix. Et il y a une règle absolue, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une bonne adéquation entre le niveau technique de l'opérateur et le niveau de difficulté de l'opération. Et à ce moment-là, ça devient, c'est difficile à codifier, ça devient un problème de bon sens. Mais il n'a jamais été question, à partir d'une statistique de sinistralité, de tirer des indications opératoires.
c'est le rôle des sociétés savantes, lorsqu'une technique n'est pas validable, pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas validable. Et dès l'instant qu'une technique est validée, c'est le chirurgien, je l'ai mis dans une de mes diapos, qui reste maître de son choix, qui reste maître de la balance bénéfice-risque et qui doit tout mettre en œuvre, y compris savoir renoncer s'il éprouve des difficultés opératoires. Mais on ne fait pas un métier comme le croient les gens qui sont dans les ministères. Nous ne sommes pas des petites machines qui font toujours la même chose. Ce n'est pas la technique qui est en cause là-dedans. On dit simplement attention, c'est pas anonyme, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, il n'y a pas de complications, ça se passe bien, c'est joli, c'est merveilleux, il n'y a pas de cicatrice, on ne dit pas ça. On dit, vous avez le droit de faire ça. Pour faire ça, vous avez le droit, vous êtes contraint de vous améliorer sans cesse et de décider sans cesse de vous remettre en question et d'expliquer aux patients ce que vous avez dû faire avec les avantages, les risques et les inconvénients. Et c'est toute la chirurgie comme ça. Il n'est pas question de condamner la cellule chirurgique, contrairement à ce que certains croient. Merci. D'autres oui. Vous avez cité les pionniers de la cellulochirurgie, mais vous n'avez pas cité Périssa. Une photo. Non, Périssa. C'était son élève. Périssa. Il y était. Oui, c'est tout simplement pour dire qu'il est de ma promotion de l'école de santé navale. À propos de il a été cité. D'autres questions? Oui. Monsieur le Président, juste une précision. Si vous allez sur le site de l'Académie, vous pouvez lire la communication de Fruchot de 1950 à l'Académie. Et comme il y a ici beaucoup de chirurgiens herniaires, ça vous intéressera, c'est passionnant. Il y a 20 pages où il explique le caractère bipède de l'homme et le poids sur le cône musculo-pectinéen. Dernière question. Oui, vous avez soulevé les multiples difficultés posées par la responsabilité médicale. Je participe moi-même aussi beaucoup à des procédures de cette nature. Pour vous dire qu'il y a quand même un sujet qui m'apparaît fondamental à discuter dans le cadre de ces difficultés, c'est le consentement mutuel. Parce que vous avez parlé du chirurgien, il y aura évidemment des conséquences dramatiques pour les patients. Le consentement mutuel représente au cours des expertises une véritable difficulté. Pourquoi? Je ne vais pas trop m'appesantir dessus. Premièrement, c'est un document essentiellement juridique qui n'est pas finalement complètement entre les mains des médecins. Et il est vrai que dans les situations, la rédaction des consentements mutuels ne peut pas tout dire. Et c'est vrai qu'après, quand on se place dans le cadre d'incidents exceptionnels, comme on peut en parler sur une plaie vasculaire dans ce type-là, le consentement mutuel ne sert pas à grand-chose. Quand on est dans le cadre d'incidents un petit peu plus fréquents, la description et l'information donnée au malade est très aléatoire. Et pour moi, c'est là une vraie grande difficulté de ces procédures qui font qu'il ne faudrait quand même pas que l'innovation technologique liée à des manquements essentiellement juridiques puisse être un frein pour les chirurgiens. Bien d'accord, parce qu'on sait très bien, et on en a discuté très souvent et longuement avec René Amalberti, qui est un spécialiste de la prévention du risque, dans ces cas de hernie, on est dans ce qu'on appelle le risque rare. Et dès l'instant où on est dans le risque rare, ça veut dire que les études randomisées, les études qui sont considérées comme le meilleur niveau de preuve, ne sont quasiment pas réalisables. Ne sont pas réalisables. On peut faire des registres, Jean-François nous le confirmera, mais est-ce qu'on peut faire une étude pour savoir quel est le taux de telle ou telle sinistralité? Dans le risque rare, c'est très difficile parce que le nombre de patients à inclure est beaucoup trop important. Bien, je crois que c'est le moment de conclure. En fait, justement, on peut quand même dire, nous qui connaissons la question, qu'on a fait quand même d'énormes progrès dans ce domaine. On a du mal à faire encore des progrès, puisque on fait beaucoup mieux, on fait de façon moins agressive,
qu'il y a 20 ou 30 ans. Ça balance un peu tous nos propos de sinistralité de Philippe. Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que je regrette d'avoir été obligé, de m'être senti obligé de le faire intervenir. Ça me paraissait difficile de ne pas parler du tout de cette histoire. Mais je l'ai fait avec beaucoup de regret, je reconnais. En ayant le côté positif. On n'aurait pas imaginé il y a 30 ans faire de la chirurgie mini-invasive en ambulatoire. Donc l'évolution a été phénoménale et on voit que les techniques sont bonnes, certaines peut-être meilleures que d'autres. Après, chacun prendra sa décision le jour où il aura à se faire opérer, le jour où il voudra choisir une technique pour opérer. Mais je pense que dans quelques années, dans 10 ou 20 ans, on sera à nouveau là, on sera toujours là en tout cas pour discuter de ces techniques parce qu'on n'est pas prêt d'en voir la fin. Moi j'ai un petit espoir, c'est que Jean-François, je crois que c'est Jean-François qui nous a dit ça tout à l'heure, c'est que les Nordiques se mettaient à la CLU. Et les Nordiques, eux, ils font des registres, et des vrais registres. Donc peut-être que dans quelques années, je ne sais pas si c'est nous qui nous retrouverons ici, mais à partir des registres des Nordiques, on aura peut-être de nouvelles informations. On a 25 000 dossiers. 31 000, c'est pas mal. Bien, je pense qu'on peut dire un grand merci aux orateurs et aux participants pour cette session qui, comme toujours, concernant les hernies, fait couler beaucoup d'encre et je pense que c'est bien d'être regardé. Merci.